Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 18 décembre 2025. L'actualité nationale avec cette livraison des informations et des détails du chef de l'État sur les grands sujets brûlants qui rythment le quotidien de ses compatriotes. Patrice Talon a fait l'exercice ce matin face à la presse béninoise en évoquant des thématiques sur lesquelles beaucoup l'attendaient, de l'opportunité de la révision de la Constitution à la création du Sénat en passant par la prolongation des mandats présidentiels, législatifs et des conseillers communaux et municipaux, sans oublier la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel déjoué par l'armée loyaliste et le soutien de la CEDEAO. Le président de la République s'est voulu et s'est montré on ne peut plus clair. Révision de la Constitution et tentative de coup d'État, deux grands sujets au cours desquels le locataire actuel de la Marina a axé son narratif interactif avec les hommes et femmes des médias. Eh bien, entre collègues ce soir, on analyse les principales articulations de cette conférence de presse à laquelle on prépare Franck Arounou et Éric Guédénon. Franck Arounou, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alipara. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alipara. Il faut reconnaître que la nation a été un peu ébranlée il y a quelques jours par la question de la tentative de coup d'État. Ça a sans doute touché également le chef de l'État. Dans quel état d'âme vous l'avez vu ce matin, Éric Guédénon? Serein, calme, présence d'esprit, démarche assez rassurée. En tout cas, il ne nous donnait pas du tout l'impression de quelqu'un qui est abattu, même si dans le déroulé de la conférence de presse, il a fait savoir que son moral a été quand même un peu touché. Il est humain dans cet événement que nous avions traversé. Donc physiquement, nous avons vu un chef d'État qui était calme, serein, avec une parfaite maîtrise des questions que nous lui avons posées. Franck Arounou, vous vous êtes retrouvé avec un Patrice Talon de tous les jours ou bien un peu modifié par les réalités du moment? Écoutez, on a l'habitude de voir Patrice Talon à travers les écrans. Aujourd'hui, on l'a vu, il était frais, serein, il était rassurant et il a gardé, disons, il est resté droit dans ses bottes. Je n'ai pas vu Patrice Talon comme un personnage qui est prêt à fléchir, un Patrice Talon qui est prêt à abandonner ses missions républicaines que le peuple lui a bien voulu lui confier depuis 2016. Je n'ai pas vu un Patrice Talon abattu outre mesure, je ne l'ai pas vu chancelant, je ne l'ai pas vu, disons, déçu, non pas du tout. J'ai vu un Patrice Talon dans la peau d'un président, oui, dans la peau du représentant de tout un peuple, Patrice Talon fier de son peuple et de la nation qu'il représente. On peut donc résumer qu'il tient le coup. Il tient le coup et il nous a dit, il a affirmé, et je l'ai lu dans ses propos, il tient le coup et il tiendra toujours. Je n'en veux pour preuve que ces propos liminaires que j'ai bien voulu noter. Il a dit, à la suite d'une question que lui a faite Inès Fassia, merci. Il dit, je vais très bien, même si le moral a pris un coup. Et c'est tout à fait normal. Oui. Il est sincère, son moral a pris un coup parce que ce qu'il s'est passé, franchement, c'était inattendu. C'était d'une violence extrême. C'était une attaque et non un coup d'État, il a dit, mais il tient le coup et son moral qui a pris un coup il y a quelques jours est en train de remonter. C'est le plus important, ce que j'ai noté. Alors, le chef de l'État parle d'attaque, d'autres parlent de coup d'État. Quelle que soit la terminologie, on sait que oui, il y a eu des événements le 7 décembre dernier et que ce sont les éléments, n'est-ce pas, de l'armée régulière qui ont fait ce coup. Le chef de l'État a sans doute une certaine clarification parce que beaucoup estiment que ce sont des éléments de la garde nationale. Non, alors, il a justement apporté cette précision assez importante parce que la question était partie dans le sens où la garde nationale a quand même été une initiative personnelle du chef de l'État avec pour mission de lutter contre le terrorisme. Et il est dit souvent que la garde nationale est parfois l'unité la plus chouchoutée de l'armée. Et donc, quand on arrive à constater que des éléments de cette garde ont pu formater un tel coup, est-ce que Patrice Talon n'est pas déçu de sa propre initiative, justement? Et donc, c'est à cela qu'il a répondu en disant
ce n'est ni la garde nationale qui a justement opéré l'attaque, ce n'est ni le commandement, ni le sous-commandement, justement. Ce sont quelques égarés manipulés, justement, par des nostalgiques et des jaloux. Donc, voilà qui vient clarifier quand même un peu les différents acteurs que nous avons vus en présence à qui on pourra imputer une certaine responsabilité. Nous avons vu Patrice Talon très peiné, très gêné pour même désigner justement les différents auteurs de cette attaque. Tantôt, il trouve que ce sont des jeunes, des garçons qu'on a manipulés justement à l'effet de poser cet acte assez regrettable. Il a surtout utilisé le mot attaque. Tout le temps que la conférence de presse a duré, il a surtout utilisé le mot attaque. Il a estimé qu'un coup d'État, il fallait plus que ça, justement, parce que pour un coup d'État, il fallait justement, comment on dit, mettre en place tout un mécanisme pour déstabiliser les institutions, les différents acteurs de nos institutions. Et nous en avons un certain nombre et fort heureusement que dans notre cas, ce ne fut pas le cas parce que les différentes institutions n'ont pas cessé de fonctionner. Les différents acteurs qui auraient pu à un moment donné basculer dans le camp de ces auteurs ont réaffirmé, pendant même que l'attaque était en cours, le soutien à la République. Ok, en attendant de suivre, je dirais, le chef de l'État dans l'intégralité tout à l'heure à 20h sur nos antennes, est-ce que le chef de l'État a pu donner, je dirais, les détails sur ceux qui ont manipulé ces éléments de l'armée régulière? Ils sont de la garde nationale, ils parlent des éléments manipulés, égarés. Est-ce qu'il a pu donner les détails sur cet aspect? Bon, en réalité, il n'était pas venu pour livrer, disons, tous les dessous, parce qu'il y a pour des questions de sécurité, pour maintenir la cohésion. Et même les questions d'enquête. Pour maintenir la cohésion au sein de la nation, ce n'était pas très opportun d'étaler tout cela. Ce que l'on retient, c'est qu'il a précisé, comme l'a dit Eric, que ce n'était pas le commandement de la garde nationale, encore moins un sous-commandement. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui ont approché ces personnes. Il y a peut-être des politiques, il a dit, il y a d'autres mains invisibles certainement. Et ces gens-là se sont laissés aller. Ils ont mordu un peu à la maison, à la part, et ils ont essayé d'attaquer, ils ont attaqué d'ailleurs, disons, l'institution de la République pour penser renverser le chef de l'État. Mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi, dans son développement, il en est arrivé à dire que le Bénin reste et demeure un grand pays. Parce que, comme l'a dit Eric, c'est que pour atteindre son objectif, lorsque vous fomentez un coup d'État, c'est que vous devez avoir l'adhésion populaire, les populations qui vont cautionner ce que vous avez dit. Ces mutins qu'il a tout le temps qualifiés de voyous, de garçons, qui ne savaient pas véritablement ce qu'ils faisaient, en tout cas, n'ont pas eu ce soutien certains éléments constitutifs d'un vrai coup d'État. Et donc, cette attaque-là, l'armée a su déjouer, a pu nettoyer ce qu'il faut faire. L'armée a fait le nécessaire pour les repousser. Et mieux, c'est qu'il a privilégié l'intérêt supérieur de la nation parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait de carnage. Lorsque, par exemple, ces mutins-là se sont repliés au niveau donc de la caserne de Togben, de la base de Togben, on pouvait bombarder et les anéantir, les tuer tous, mais il a dit attention, il ne faut pas plus de morts parce que déjà il en avait compté 3, un de la garde républicaine, un autre, je pense, l'épouse qui avait été touchée, du général Bertin Bada, et un autre encore, on l'avait informé. Donc c'était 3 morts déjà qui étaient... Il était gêné. Voilà, 3 personnes qui étaient déjà touchées et il était déjà abattu par ces informations. Il a dit attention, préserver la vie des civils, des populations, pour qu'on fasse le moins de mal possible parce que les populations n'en sont pour rien. Encore que le camp de Togben, un peu dans les agglomérations, ça pouvait faire vraiment un peu de canaille, ce qu'a refusé le chef de l'État. Alors, on l'a écouté, le chef de l'État quelque peu élogieux à l'endroit donc des forces loyalistes. Doit-on parler d'opération de charme ou une façon de galvaniser ces soldats, ces éléments de l'armée républicaine? Je pense qu'il n'a fait que restituer les faits. Parce qu'il a précisé, par exemple, que pendant que l'attaque était en cours, toutes les autres garnisons ont appelé le haut commandement pour avoir des consignes, la conduite à tenir.
La preuve qu'ils ne se sont pas du tout ralliés justement à ces individus isolés et qui ont formaté secours. Et c'est en cela que la garnison d'Alada et de Ouida a fait automatiquement le déplacement justement pour renforcer les équipes à Cotonou. Et c'est aussi justement cette mobilisation qui a permis d'encercler les auteurs de cette attaque au niveau de camp de Tokben. Donc c'est un acte républicain de notre armée de pouvoir, en l'espace de quelques secondes, décider et réitérer leur engagement au service de la République, au service de l'État. C'est assez important et je pense que le chef de l'État a restitué ce fait pour que les Béninois puissent savoir qu'ils peuvent toujours compter sur leur armée, en tout cas sur les éléments des forces de défense et de sécurité. Alors, Franck Arounou, comment le chef de l'État a expliqué le soutien quelque peu spontané de la CEDEAO et du Nigeria? Alors, il a dit que c'est un peu plus tard dans la journée que on lui a fait un peu en faisant le point de la situation, on a dit que les mutins se sont retrouvés, se sont repliés au niveau de la base de Tokben. Alors, dans le souci de limiter, d'amoindrir un peu les chocs, les dégâts, il fallait trouver le moyen de les neutraliser à l'intérieur sans faire encore de morts. Alors, ils ont pris les contacts nécessaires, ils ont appelé, le chef de l'État a appelé personnellement le président Tinubu et a joint également les responsables au niveau de la CEDEAO et les formalités ont été remplies de façon officielle. Puisqu'il y avait une certaine l'armée pouvait faire le job, mais ça pouvait créer encore plus d'autres dégâts. Il fallait faire, en tout cas cibler le coup. Nous n'avons pas le matériel nécessaire pour opérer et essayer de les neutraliser afin de circonscrire un peu les dégâts. Donc c'est comme ça que le président Tinubu a été appelé, la CEDEAO a été informée, alertée, et la CEDEAO a donné son accord. Donc c'est dans le cadre d'une coopération régionale, en tout cas sous-régionale, que les forces nigérianes ont fait le déplacement. Ce n'est pas ce que beaucoup ont dit, écoutez, nous n'avons pas pu gérer la situation, ce sont des forces étrangères, les forces armées étrangères qui sont venues. En clair, ce n'était pas une incapacité de l'armée béninoise de gérer la situation. Pas du tout alors, parce que les autres étaient là, s'il fallait tirer, il a donné un exemple, il dit, certains mutins ont dû se changer en civil pour fuir le camp. Tigri Pascal, qui est le meneur, a quitté le camp pratiquement dans un véhicule. Ils avaient des informations qui pouvaient leur permettre de tirer. Mais en tirant, il y aurait des échanges. Il pouvait avoir également en les poursuivant, il pouvait avoir des échanges de tirs et les civils pouvaient être blessés. Donc, on a amené ces aéronefs-là qui ont fait des tirs ciblés. Oui, des tirs ciblés pour essayer d'abord de neutraliser les blindés qui étaient là et de pouvoir les déloger, ce qui leur a permis, eux-mêmes, les mutins, de comprendre que, attention, nous n'avons plus la maîtrise de la situation et ils ont commencé par se rendre. C'est comme ça que la situation a été maîtrisée avec zéro perte de vie, perte en vie humaine. C'est très important parce qu'un coup d'État fait une attaque, comme l'a dit le chef de l'État, qui n'a pas prospéré et dans laquelle on va enregistrer encore des morts, ce n'était pas profitable à notre nation. Il fallait le faire pour limiter les dégâts. Et c'est dans ce cadre-là que les forces nigérianes sont venues. Après, ils ont manifesté encore le désir de venir sécuriser davantage et ils ont envoyé des troupes au-delà de minuit ou 1h. Le chef de l'État a dit, si le voisin vient à ta rescousse, lorsque tu es en difficulté, il ne sert à rien de jouer à l'égoïsme et de refuser. Ils ont accepté et c'est pourquoi les forces nigérianes sont logées actuellement au niveau de la base de Tokben pour essayer de sécuriser et d'éloigner toute velléité de reprise de la même, de tenter encore d'autres coups. D'accord. Voilà un peu. Allez, on va écouter tout à l'heure le chef de l'État. Ce serait à 20h30. On va inviter nos téléspectateurs à prendre le rendez-vous. Mais il y a un sujet qui fait également l'actualité, qui fait grand bruit au niveau de la classe politique, notamment la révision de la Constitution et la question de la trêve. C'est sûr que le chef de l'État est au courant de tous ces détails. Quelles sont les explications, les clarifications qu'il a apportées sur cet aspect? Mais avant rapidement qu'il nous soit permis de faire un pas en arrière sur le premier sujet qu'on a abordé. Vous savez, dans ce que Franck a décrit tout à l'heure, il faut saluer le sang-froid et la lucidité avec lesquels le chef de l'État a pris des décisions. Vous savez, quand on vient d'attaquer votre maison, l'institution de l'État, avec les pertes qu'on venait d'enregistrer, il est très facile pour un homme d'État de prendre des décisions à la va-vite,
qui pourrait générer d'autres conséquences qu'on pourrait mettre sous le coup de l'émotion. Non, mais pas de l'émotion. Écoutez, c'est une intervention militaire. Oui. Voilà, on y va pour le résultat. Le reste, ça reste des dégâts dommages collatéraux et puis tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. D'accord. Et il fallait, avec le sang-froid, malgré la douleur, parce qu'il nous a dit qu'il était déjà informé que le général Bada venait déjà de perdre sa femme. Oui. Sauf que l'information n'avait pas encore été publiée de façon... Donc il avait déjà cette information. Oui. Donc, et il a vu un soldat, justement, de la garde présidentielle qui venait aussi de partir et un autre qui était blessé. Donc, tout ce bilan était là. Oui. Et on demande maintenant à un chef d'État de prendre la décision d'attaquer ou de ne pas attaquer. En effet. Sachant que les vrais auteurs étaient repliés dans la caserne. Oui. Vous savez, ça aurait été peut-être quelqu'un avec un rythme de colère, voilà. Qui a déjà vu le sang couler, qui a déjà appris des morts de ses compatriotes, l'épouse de son directeur de cabinet. On serait en train de dire autre chose aujourd'hui. Donc c'est essentiellement pour sauvegarder la vie, et y compris même la vie des mutins, parce qu'un État sérieux ne peut pas avoir pour objectif d'abattre justement même des ennemis de la République. La logique voudrait dans un état de droit qu'on les arrête et qu'on les présente à la justice. D'accord, je vais vous laisser souffler un peu le temps de retourner votre question. Donc la question que je vous posais tout à l'heure à Franck Arounou. Franck Arounou, la question donc de la révision de la Constitution qui a été, je dirais, la deuxième thématique abordée par le chef de l'État face aux hommes et femmes des médias. Comment le chef de l'État a expliqué la question de la trêve, la question de la création du Sénat et autres? On va commencer par la question de la trêve politique. Non, vous savez, le chef de l'État, c'était au-delà d'une conférence de presse, c'était, disons, un exercice assez pédagogique. D'accord. Parce que nous avons posé des questions, il n'avait pas, en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, on a recadré un peu pour qu'il y ait une certaine discipline dans ce qu'on faisait, mais les gens posaient des questions, ça veut dire qu'il y avait des points d'ombre. Sur la question de la trêve, par exemple, la question a été évoquée par une consoeur à l'endroit du chef de l'État, où il a expliqué que, contrairement à ce que l'on pense, c'est que la nouvelle constitution, la constitution retouchée, a même élargi la question de la campagne électorale. Oui. Avant, c'est 15 jours avant le scrutin. Aujourd'hui, on en a jusqu'à 12 mois, c'est-à-dire une année avant l'élection qui doit s'opérer. Ce que l'on refuse en revanche, c'est qu'on prenne tout le temps, lorsque le président est élu, qu'on commence par battre campagne, qu'on commence par parler politique et qu'on s'écarte de l'essentiel qui est le développement, le déroulement de l'action gouvernementale et qu'on se préoccupe des futilités, des chamailleries, des vacarmes politiques. Donc, on a fait ça pour permettre à celui qui va être élu de pouvoir se concentrer, d'avoir la tête dans ce qu'il doit faire et de mener des actions pour changer le quotidien des populations. Donc, la trêve pour permettre une efficacité dans l'action publique, la trêve pour permettre aux acteurs politiques de s'occuper, par exemple, de la critique. C'est-à-dire, lorsque nous faisons, l'action publique est posée, vous pouvez trouver que ce n'est pas bien, mais en critiquant, vous devez apporter, n'est-ce pas, des propositions. D'accord. On ne va pas critiquer pour critiquer désormais. On se lève, on dit telle loi est liberticide, telle autre loi est scélérate, telle autre, la liberté n'est pas assise, donc, ces genres de discours doivent disparaître désormais à la faveur de ce travail qui a été fait. Donc, moi, j'ai pu comprendre que il y avait quelques malcompréhensions autour du sujet et à la lumière des explications du chef de l'État, je pense que si nous pouvons nous accorder sur le minimum, c'est-à-dire que si nous lisons bien les textes, nous lisons cette constitution, ça devait être facile pour tout le monde. Alors, Éric Guédino, est-ce que les confrères et consoeurs en face du chef de l'État ont pu attirer son attention sur, je dirais, ce détail lié au fait que cette trêve politique est interprétée comme une façon de permettre aux dirigeants en exercice de dormir sur ses lauriers? Parce que quand ils ne se sentent pas bousculés de temps en temps par les acteurs de la classe politique, notamment les acteurs de l'opposition, il va se dire, écoute, j'ai tout le temps, il peut dormir sur ses lauriers, non? Patrice Talon a apporté cette clarification. Je pense que la question même de la trêve politique pose justement ce détail où on se pose la question, critique ou pas, pendant la trêve politique. Là-dessus, Patrice Talon dit, la trêve politique ne saurait être assimilée à une interdiction de la critique. D'accord. Dans la République du Bénin, la critique demeure libre. D'accord. Donc, cette compréhension erronée
qu'on avait, y compris nos concitoyens, depuis qu'on a voté cette loi, de ce que la grève politique engendre. Vraiment, le fait qu'on va museler les gens n'auront plus la possibilité de critiquer et puis tout ça, il n'en est absolument rien. Mais en profondeur, ce qu'ils souhaitent, c'est que la critique, elle soit constructive. Quand on pense que cette approche du gouvernement ne peut pas nous permettre d'avoir un tel objectif, il faut proposer. Il faut apporter une proposition pour améliorer l'offre de la gouvernance pour que nous puissions en jouir en tant que citoyens. Mais on sait de nos acteurs politiques que c'est lorsqu'on montre les failles de celui qui est en exercice, n'est-ce pas, qu'on engrange les points, parce qu'on veut lui arracher le pouvoir. Peut-être cette proposition, on se dit, c'est quand nous on sera à la gouvernance, quand on sera à la manette, n'est-ce pas, qu'on fera cette proposition. Quand il faut être, je dirais, à l'arrière-plan en tant qu'opposant et faire les propositions à celui qui est là, finalement, on n'a plus besoin de quelqu'un pour le remplacer. Non, mais quand on le fait de cette façon, qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le résultat? On peut faire mieux. Quand on apporte la critique à côté, on soumet des propositions à celui qui est là. On ouvre un champ d'horizon pour que l'idée ne soit pas unique et que l'idée soit plurielle. Ça permet justement à construire comment on dit, la gouvernance, justement, pour permettre à celui qui est là de mieux orienter ses actions pour le bénéfice de nos concitoyens. Je pense que toute la différence est là. Et là-dessus, on se met d'accord. Écoutez, une critique sans proposition, enfin, qu'est-ce que ça contient? Alors, Franck Arounou, quand on vous écoutait tout à l'heure, n'est-ce pas, on comprend de votre développement que le chef de l'État souhaite, je dirais, une solution collective à des problèmes qui sont les problèmes, je dirais, de toute la nation, pendant qu'on a un dirigeant qui est à la tête du pays. Alors, ceux qui font ces différentes propositions, à la fin, les lauriers reviennent à qui? À qui reviennent les points, en quelque sorte? Non, en principe, ça revient à toute la nation, parce que le président est le représentant de tout le peuple béninois. Si je prends le cas du Bénin. Et il a dit qu'aucune action publique au monde ne peut requérir l'unanimité. Il dit le créateur, et c'est l'exemple qu'il a donné, ne fait pas l'unanimité. Vous allez voir, lorsque une situation se produit, il y en a qui disent, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu était là, est-ce que ça allait se passer comme ça? Ou beaucoup, on dit le créateur. Donc, qu'en est-il de l'action humaine? Ça veut dire que l'acte que vous posez en tant que chef de l'État n'est pas exempt de critique. Lorsqu'on critique, on dit, écoutez, vous avez construit un marché je ne sais pas, à Togbin, mais on aurait pu en créer un autre, peut-être à Fidrosset, pour permettre à ceux qui quittent Agla et ainsi de suite de faire leurs emplettes au lieu d'aller jusqu'à Togbin, parce que vous considérez que Togbin est en plein développement. Togbin n'a pas la même population. Mais lorsque vous dites on ne doit pas construire un marché à Togbin, c'est impossible. Et vous soulevez de ce fait-là les populations pour dire aller contre ce qui a contester. été à contester. Bon, là, ça fait en quelque sorte un appel à la rébellion. Voilà, et c'est ce à quoi nous avons assisté depuis longtemps. Et on dit, la formule quand on dit, par exemple, les opposants s'opposent. C'est-à-dire que tout ce que celui qui est au pouvoir fait, l'opposant... En tant qu'opposant, il faut s'opposer. Et finalement, on finit par s'opposer, juste pour s'opposer. Désormais, notre loi fondamentale qui nous régit, qui régit notre vivre ensemble, dit, écoutez, lorsque vous dites... Là, vous dites, ça, c'est pas bon. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut dire comment il faut faire pour que ça puisse aller. Pour corriger. Vous voyez, on veut inscrire... Alors, quelles sont les garanties que le dirigeant donne, n'est-ce pas, pour, je dirais, mettre en exécution les propositions de la classe politique qui s'oppose ou qui a une vision contraire, je dirais, à sa gouvernance? C'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Je pense que la loi a été promulguée, donc nous allons commencer par l'expérimenter. On va l'éprouver pour voir. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, le tout ne suffit pas de demander aux concitoyens, aux forces vives de faire des propositions. Si les propositions sont faites et qu'il y en a qui sont pertinentes, il faut pouvoir les utiliser. Et ce qu'on y gagne aussi, c'est que cela participe justement à un débat politique plus mature. Assez non sur la contestation systématique, mais sur la recherche justement collective de solutions au service du bien public. D'accord. Alors comme je l'ai annoncé, on va écouter le chef de l'État tout à l'heure. Mais je voudrais 2 mots sur ce que le chef de l'État a dit pour justifier un peu la création du Sénat, puisque la Constitution désormais promulguée à la faveur du Conseil des ministres d'hier, n'est-ce pas, contient en son sein le Sénat. Oui. Le Sénat est venu combler un vide
un vide qui est lié, disons, aux divergences qui pourraient naître entre le gouvernement et le Parlement. Et donc ce Sénat-là vient pour corriger un tout petit peu ce vide-là. Parce qu'il arrive que, par exemple, des lois soient votées et qu'il y ait des faiblesses au niveau des lois ou que les dispositions qui ont été introduites dans la loi ne soient pas forcément ce qu'il faut pour nous permettre d'évoluer. Désormais, le Sénat va intervenir en tant qu'arbitre pour essayer de tempérer, pour essayer de réguler, pour essayer de ramener les gens sur la droite ligne, et ce sera à l'aune des différentes recommandations de sages qui vont siéger au niveau de ce Sénat-là. Donc, en expliquant aujourd'hui, moi j'ai compris que ce n'est pas une particularité du Bénin, c'est-à-dire que le Sénat, ça existe dans d'autres pays. Ça peut être une première au Bénin, ça mais peut être une première, mais ce n'est pas une particularité, on n'est pas singulier à travers le monde. Le Bénin n'a pas introduit ou instauré le Sénat, et c'est lui seul qui l'a fait. Donc ça existe dans les États. Et dans les États où ça existe, en tout cas, les gens l'ont expérimenté, et ça a permis de régler, de juguler certains conflits qui peuvent naître entre le gouvernement et le Parlement. Donc le Sénat, pour moi, et à la lumière des explications du chef de l'État, est un organe qui va intervenir pour anticiper sur les blocages qu'il pourrait avoir au sommet de l'État. Parce que si le gouvernement et le Parlement ne s'entendent pas, c'est qu'il y aura blocage et ça peut agir sur l'action publique. Parce que, par exemple, c'est ce qui fait que les gens font la course effrénée à la majorité à l'Assemblée. Tant que vous n'avez pas la majorité, vous ne tombez pas sur vos lauriers. Du jour au lendemain, on peut vous dire, écoutez, telle loi, ça ne passe pas, parce que c'est un projet de loi qui vient du gouvernement. Les chantages politiques, on dit, il faut et la majorité peut également basculer à tout moment. À tout moment. Donc le Sénat sera là pour dire, telle loi que vous avez eu à voter, écoutez, faites une relecture pour nous permettre d'évoluer, pour permettre... Alors, Éric Guédénon, et là, ce serait votre mot de conclusion sur la question du Sénat, n'est-ce pas, sa création, pour ne pas dire sa naissance, ça apparente un peu à une forme de bicéphalisme au niveau du Parlement. Comment le chef de l'État a apporté la lumière sur cette question où on pense qu'on veut loger les anciens présidents d'institutions, les anciens présidents de la République, ne serait-ce que pour les remercier et autres, et que là encore, que ce serait une grosse dépense également pour la nation? Le chef de l'État est parti sur notre histoire politique où nous avons toujours besoin, pendant que la nation traverse des moments de crise, que des sages puissent justement prendre la parole pour apaiser. Et donc le Sénat devra jouer véritablement un rôle qui a donné raison au chef de l'État, qui a trouvé un tort à l'Assemblée nationale. Donc le Sénat est là au milieu justement pour jouer le rôle de l'équilibre. Mais le plus important avec le Sénat, selon ces explications, c'est que le Sénat va instaurer certaines éthiques dans l'animation de la vie politique, notamment de nos acteurs politiques. Vous savez,